J'étais branché à plus de fils que je n'en avais jamais vu, en dehors d'un drame hospitalier. Le bip régulier du moniteur cardiaque, tel un métronome dans une chanson que je n'avais pas appris à danser. L'infirmière m'avait laissé seul dans la petite chambre du Lawrence Memorial. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti l'isolement aussi tranchant qu'une lame. J'avais toujours été le plus stable, l'homme sur qui on s'appuyait, le directeur, le mari, le père. Mais les derniers mois avaient érodé cette certitude. J'en étais réduit à ça, un homme à la merci de son propre cœur, observant les hauts et les bas sur un écran comme un ticker de bourse, espérant de bonnes nouvelles qui ne semblaient jamais venir. C'est alors que mon téléphone a vibré sur la table de chevet, heurtant la surface plastifiée comme un coup de semence. J'ai tendu la main pour l'attraper, espérant que c'était Teresa. Peut-être avait-elle changé d'avis. Peut-être s'était-elle souvenue de l'homme qu'elle avait épousé. Celui qui avait fait des heures supplémentaires pour acheter les chaussures de danse de Marley. Celle qui ne manquait jamais une réunion parents-professeurs, même quand c'était moi qui les organisais. Mais quand j'ai vu le nom de Marley défiler à l'écran, j'ai su que ce ne serait pas un réconfort. Mon cœur s'est serré, une douleur sourde rivalisant avec ma douleur à la poitrine. « Papa » a-t-elle dit, et même ce mot était tranchant, comme si elle l'avait répété. « Maman en a marre de toi » a-t-elle poursuivi, la voix tremblante de colère. Ou peut-être de l'effort qu'elle faisait pour rester calme. Elle dit, « Tu fais toujours comme si tu allais mourir. » C'est trop pour elle, pour nous tous. Je n'ai même pas réussi à placer un mot. Je l'entendais respirer rapidement et rauquement, comme si elle retenait ça depuis des années. J'aurais voulu dire, « Marley, je ne fais pas semblant. » J'ai peur, mais elle ne m'en a pas laissé l'occasion. Elle a continué, chaque mot plus tranchant que le précédent. « C'est épuisant, papa. Elle te bloque pour un moment. Nous te bloquons. Appelle-moi de l'aide, ou quelque chose comme ça. » J'avais l'impression que ma gorge se serrait. Une vague de chaleur me monta à la poitrine, plus forte que l'arythmie qui m'avait envoyé ici. Puis je l'entendis. Le déclic de la ligne coupée. Silence. Pas d'adieu. Non. Je t'aime. Juste un déclic. Je fixais l'écran. Mon reflet, pâle et gris, tel un fantôme, me fixait. J'essayais de déglutir, mais j'avais l'impression que ma gorge était tapissée de papier de verre. Le bip de l'écran se fit plus fort, plus insistant, comme s'il se moquait de moi. J'appuyai sur le bouton d'appel d'un doigt tremblant, non pas parce que je pensais qu'il me réconforterait, mais parce que je ne voulais pas mourir seul. Une infirmière entra. Angela, je crois, et son regard s'adoucit en voyant mon visage. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Elle ajusta la couverture autour de mes épaules, l'abordant comme une mère. Elle me fit un signe de tête discret, un regard inquiet qui semblait être le seul lien humain. Je n'avais pas ressenti la même chose depuis des semaines. Je ne trouvais pas les mots pour la remercier. J'avais l'impression que ma poitrine brûlait. Non pas à cause de l'arythmie, mais à cause de la trahison. Le caractère définitif de cet appel m'avait frappé plus fort que les avertissements du médecin. Teresa, ma femme depuis 35 ans. La femme qui était restée à mes côtés au mariage de Marley, qui m'avait souri du siège passager lors de longs trajets, qui avait dit un jour qu'elle ne pouvait imaginer la vie sans moi. Maintenant, elle ne pouvait plus imaginer la vie avec moi. C'est ce que la voix de Marley avait exprimé si douloureusement. Je repensais à toutes ces fois où j'étais resté assise dans le salon, mes papiers médicaux étalés comme une carte indiquant un endroit que personne ne voulait visiter. J'essayais de leur expliquer que je n'exagérais pas, que je ne cherchais pas à les accabler. Mais à leurs yeux, j'étais une tragédie ambulante. Un homme qui avait troqué sa paternité et son rôle de mari contre une séance de pitié que je n'avais même pas souhaitée. Angela me serra la main. Doucement, puis elle me laissa seule. Je sentais encore la chaleur de son contact s'estomper, ne laissant derrière elle que la pièce froide et stérile et le péché acerbe de l'antiseptique. Je fixais le plafond, les lumières fluorescentes crues projetant une lueur impitoyable sur chaque défaut du plâtre, sur chaque fissure qui me rappelait la fragilité de tout. Je repensais à Marley petite fille, à ses cheveux et ses tresses, à son large sourire intrépide lorsqu'elle sautait dans mes bras après chaque pièce de théâtre. Je repensais aux nuits où Teresa et moi étions restés éveillés tard, à chuchoter des rêves de voyage de retraite que nous n'avions jamais faits. Je repensais à chaque instant que je leur avais accordé, et à la facilité avec laquelle ils avaient décidé que je ne valais plus la peine. Ma poitrine brûlait d'une brûlure plus profonde que l'arythmie. Quelque chose qui venait de cette partie de moi qui voulait encore se battre,
même si je ne savais pas comment. Je serrais les mâchoires, essayant de retenir des larmes qui menaçaient de me faire paraître faible. Mais qu'est-ce que cela signifiait encore? J'étais déjà faible à leurs yeux. Le père fort et stable, le directeur solide, lui j'étais parti. Maintenant, j'étais l'homme dans le lit d'hôpital, l'homme au fils qui bipait et au cœur brisé. Et personne ne voulait me réclamer. Le moniteur bipa de nouveau, fixe cette fois, comme s'il se moquait de moi par sa constance. J'ai pensé à rappeler Marley, à essayer de la faire comprendre. Mais qu'allais-je dire? Que je ne faisais pas semblant, que j'avais besoin d'eux? Non. La ligne était coupée, tout comme l'espoir qu'il débarque avec des fleurs et des excuses. Je sentais les murs de la pièce se refermer, le poids du silence me serrant la poitrine jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. J'ai tourné la tête vers la fenêtre. Il faisait sombre dehors, les lumières du parking projetaient de longues ombres qui rampaient sur le sol en linoléum. Je me suis demandé si Teresa était à la maison, recroquevillée avec un verre de vin, à raconter à Marley combien j'étais épuisant. Je me suis demandé si Marley la croyait. Je me suis demandé si Marley l'avait toujours cru. Cette pensée me blessa plus profondément que l'arythmie ne le pourrait jamais. Je pensais que nous étions plus forts que ça. Je pensais que l'amour était assez. Mais maintenant, je savais que l'amour pouvait être réécrit. L'amour pouvait être bloqué d'une simple pression sur un bouton. L'amour pouvait raccrocher au nez dès que le moniteur bipait, vous laissant seul avec le son de votre propre cœur mourant. Je serrai les poings, fixant le plafond et laissant couler les larmes. Pas pour elle, mais pour moi. Pour l'homme que j'avais été, pour l'homme que j'avais perdu. Pour l'homme que je voulais encore être. Et à cet instant, je me suis juré que ce ne serait pas la fin de mon histoire. Elles ne sont pas venues à l'hôpital. Pas une seule fois. Je surveillais la porte à chaque visite des infirmières, espérant presque voir le visage de Marley, entendre sa voix dire, « Dis donc, papa. » Désolé d'avoir été si dur, mais la porte ne s'est jamais ouverte pour elle. Les seuls qui sont venus étaient les infirmières avec leur sourire poli, la phlebotomiste qui m'a prélevé le sang avec une efficacité discrète, et le concierge qui a lavé le sol sans même me regarder. J'essayais de me convaincre qu'elles étaient peut-être occupées. Marley avait les garçons. Teresa avait son propre emploi du temps. Mais même en me disant ces choses-là, je ressentais la douleur de la vérité. Ils avaient choisi de ne pas venir. Et ce choix en disait long. L'ablation cardiaque était censée arranger les choses, ou du moins me donner du temps. Mais allongé dans cette chambre stérile, je me sentais comme un homme qui avait fait son temps. La machine bipait sans interruption, comptant chaque battement, rappelant la fragilité de ce que j'avais autrefois tenu pour acquis. Je suis sorti de l'hôpital un jeudi matin gris, le ciel s'harmonisant avec mon humeur. Je n'avais même pas de raccompagnement. J'ai appelé un taxi. Le chauffeur m'a à peine regardé lorsque je me suis glissé à l'arrière. Mon bracelet d'hôpital était toujours au poignet. Mes papiers de sortie soigneusement pliés dans ma poche comme un certificat de décès que personne n'était venu réclamer. Ma maison avait la même apparence que d'habitude. Boiserie blanche, porte marron, la boîte aux lettres qui portait encore le nom de la serrure comme une cicatrice. J'essayais de me convaincre que c'était la preuve que j'avais toujours ma place ici. Mais j'avais l'impression que c'était un mensonge, même en remontant l'allée. Le jardin était envahi de mauvaises herbes. Les rosiers de Teresa étaient flasques et négligés. La clé tournait dans la serrure comme 1000 fois auparavant, mais la maison était froide, comme si elle retenait son souffle, attendant de voir qui j'étais désormais. Monsieur Denain était le seul à avoir remarqué mon retour. Il marchait d'un pas traînant sur le trottoir, sa canne frappant à un rythme qui correspondait à celui de mon cœur. « Salut, Ray » appela-t-il d'une voix rauque mais forte. « Besoin d'aide avec ce sac ?» J'hésitais. L'orgueil me souffla de le laisser partir, mais la solitude l'emporta. « Merci, Danton, dis-je. » Il me prit le sac des mains, aussi léger soit-il, et le porta jusqu'à la porte comme si c'était la tâche la plus importante du monde. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de vieux café et d'une légère trace du parfum de Teresa. Je restais dans l'entrée, le silence me serrant les oreilles. J'aurais voulu appeler Marley pour entendre sa voix, même si elle était en colère, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je sortis mon téléphone et ouvris Facebook. Le profil de Marley était suffisamment public pour que je n'ai pas besoin d'être connecté pour le voir. La première photo me fit l'effet d'un coup de poing en pleine poitrine. Marley, Wyatt et les jumeaux, emmitouflés dans leur veste de ski, affichant un sourire radieux et naturel. Teresa était là aussi,
son sourire impeccable et naturel. Ils étaient sur les pistes, les montagnes enneigées en arrière-plan, les yeux brillants d'aventure. J'avais passé la même journée dans un lit d'hôpital, un fil de fer attaché à ma poitrine. Le bip 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 régulier de l'écran, ma seule compagnie. Je faisais défiler les photos. Jonah et Milo tenant des boules de neige. Wyatt, le bras autour de Marley. Teresa, la main sur l'épaule de Marley. On aurait dit une carte de Noël, une famille parfaite, figée dans le temps. Et moi, je n'étais même pas une note de bas de page. J'ai posé le téléphone, la main tremblante. J'aurais voulu être en colère, mais je ne ressentais que le poids de l'oubli. Comme si j'avais été effacé de leur histoire. Je me suis affalé sur le canapé, les coussins trop moelleux, le silence trop pesant. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que nous avions été tous ensemble. Thanksgiving, peut-être. Les jumeaux jouaient avec le jouet. Je les ai achetés. Marley était au téléphone et Teresa parlait de son nouveau studio de yoga. J'ai essayé de me joindre à eux, mais chaque mot que j'ai prononcé me semblait être une interruption. Teresa m'avait lancé ce regard qui disait « S'il te plaît, ne me fais pas honte ». Et Marley avait ri à quelque chose sur son téléphone, et je me sentais déjà comme un fantôme. Monsieur Danton a frappé à la porte plus tard, portant une petite miche de pain. Je me suis dit que tu aurais besoin d'un petit quelque chose, a-t-il dit. Je la lui ai prise. Sa chaleur était un réconfort inattendu. Merci, Danton. J'ai dit, tu es un homme bien. Il a hoché la tête, le regard perçant et entendu. Fais-moi signe si tu as besoin de quoi que ce soit, Ray. Il a dit, ne sois pas un inconnu. Je l'ai regardé traverser la rue, les épaules voûtées pour se protéger du froid. Il était seul aussi, j'imagine que c'était peut-être pour ça qu'il comprenait. J'ai coupé une tranche de pain et je me suis assise à la table de la cuisine. La maison craquait autour de moi, le réfrigérateur ronronnait comme un bourdonnement. Souvenir lointain. Je repensais au rire de Marley, au sourire de Teresa. Je repensais à la façon dont ils se détournaient de moi, à la rapidité avec laquelle ils avaient décidé que j'étais trop pénible pour eux. J'essayais de me convaincre que je m'en fichais. Mais en vérité, si. Je leur tenais plus à cœur que je ne voulais l'admettre. Je leur avais tout donné. Chaque fin de soirée, chaque petit matin, chaque décision difficile. Et maintenant, je n'étais plus qu'un homme avec un problème cardiaque et une miche de pain. J'ouvris le placard et en sortis les vieux albums photos. Page après page, des anniversaires et des vacances, de Marley avec un gâteau sur le visage, de Teresa en robe de remise de diplôme, de moi en arrière-plan, toujours souriant, toujours là. Je passais mon doigt sur les photos, me souvenant de la sensation de sa petite main dans la mienne. De la façon dont elle s'était accrochée à moi en haut du toboggan, effrayée par la hauteur. J'avais été son héros à l'époque, mais les héros avaient, je suppose, une date de péremption. Je refermai l'album, le poids lourd dans mes mains. Je le mis de côté et regardai par la fenêtre. La rue. La pièce était vide, à l'exception de la lumière du Porsche de Monsieur Danton, qui projetait une douce lueur sur le trottoir. Je me demandais si Marley reviendrait un jour, si elle s'assiérait à cette table pour me demander comment s'était passée ma journée. Je me demandais si Teresa admettrait un jour m'avoir abandonné au moment où j'avais le plus besoin d'elle. Mais au fond, je connaissais la réponse. Teresa n'aimait pas le désordre, et j'étais un désordre maintenant. Les fils, les cicatrices, et tout. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au salon, le vieux fauteuil m'attendant comme un vieil ami. Je m'y suis enfoncé, le corps lourd, le cœur battant à un rythme irrégulier. J'ai fixé le plafond, comptant les fissures dans le plâtre. J'ai repensé à la vie que j'avais construite, à la famille que j'avais aimée, et à la vitesse à laquelle tout cela s'était envolé. J'ai repensé au bip du moniteur de l'hôpital, au son de la voix rauque et impitoyable de Marley, au déclic de la ligne coupée. J'ai repensé au silence qui avait suivi, au silence qui avait rempli la maison depuis mon arrivée. À la maison. Et puis, en fermant les yeux, je me suis fait une promesse. Je ne serai pas un fantôme dans ma propre histoire. Je ne les laisserai pas m'effacer. J'étais peut-être seul maintenant, mais j'avais encore une voix. Et j'avais l'intention de l'utiliser. Peu importe le temps que cela prendrait, peu importe la douleur, je m'assurerai qu'ils sachent que j'étais toujours là, que j'étais toujours leur père, que j'étais toujours un homme qui valait la peine de se battre pour lui. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce retour glacial de l'hôpital. 3 mois à réapprendre à marcher sans broncher à chaque battement de cœur.
3 mois à apprendre à combler les silences par ma propre respiration. Et 3 mois à essayer de me souvenir de ce que cela faisait d'être important pour eux. J'avais renoncé à attendre les appels ou les SMS de Marley ou de Teresa, préférant me concentrer sur mon propre rétablissement. Mon corps guérissait, mais mon esprit était comme un champ après la moisson, dépouillé et à vif. Puis on frappa à la porte. C'était un son qui avait autrefois signifié bienvenue, mais qui portait maintenant l'écho de vieux souvenirs amers. J'avais été dans la cuisine en train de remuer du café instantané, le seul qui semblait valoir la peine ces derniers temps. Par habitude, je prends encore 2 tasses, puis je me reprends et je range la seconde dans le placard. C'est étrange comme la mémoire musculaire persiste, comme même après une trahison, vous maintenant encore de se préparer à la présence de quelqu'un d'autre. Quand j'ai entendu frapper, mon cœur a fait un bond et j'ai failli lâcher la fosse. L'espace d'une seconde, j'ai cru que c'était encore Monsieur Danton, apportant une autre miche de pain ou racontant une anecdote de ses années dans la marine. Mais en jetant un coup d'œil par le Judas, j'ai vu la tarte au visage de Marley dans ses mains comme un rameau d'olivier. Teresa se tenait derrière elle, les bras croisés sur la poitrine comme un bouclier. Dans l'allée, je distinguais à peine la silhouette des jumelles, la tête penchée sur une tablette sur la banquette arrière. Elle n'avait même pas pris la peine de s'approcher de la porte. Je me suis arrêté, la main posée sur la poignée, l'écho de toutes les excuses et de toutes les accusations que j'avais répétées. J'avais envie de lancer. J'avais le souvenir nostalgique de l'époque où les visites de Marley étaient spontanées, pleines de rires et de blagues. Mais ces jours-là me semblaient appartenir à une autre vie. Une vie où j'étais le héros, pas le méchant. J'ai entr'ouverte la porte juste assez pour voir leur visage. Le regard de Marley était un mélange de culpabilité et de détermination. Un cocktail que j'avais appris à reconnaître depuis son adolescence. Le visage de Teresa était un masque d'inquiétude polie, mais son regard était froid, comme de la glace sous une fine couche de verre. « Salut, papa » dit Marley d'une voix légèrement tremblante. On voulait parler. Elle me tendit la tarte comme si c'était une offre de paix, mais je n'y voyais qu'un pot de vin, une façon d'apaiser leur propre culpabilité plus que ma douleur. J'ai regardé la tarte, une croûte achetée en magasin avec ce brillant plastique parfait, et j'ai repensé à l'époque où elle et moi en avions fait de vrai ensemble. À l'époque où elle était venue me voir avec ses genoux écorchés et ses grands rêves, et où j'avais été son refuge. Un endroit. Parler ? Demandai-je d'une voix basse mais assurée. Je les regardais tous les deux, cherchant le moindre signe de remords plus profond que la simple commodité. Teresa se déplaçait comme si elle s'ennuyait, comme si la conversation était déjà un inconvénient. Je ne pus m'empêcher de remarquer la façon dont elle jetait des coups d'œil à sa montre, à la voiture, partout sauf à moi. Marley hocha la tête, la tarte tremblant dans ses mains. On voulait voir comment tu allais. Peut-être parler de tout. Sa voix s'éteignit et elle déglutit difficilement. Je pouvais lire le conflit dans ses yeux, le tiraillement entre la loyauté envers sa mère et le souvenir du père qui lui avait appris à faire du vélo. J'inspirais profondément, ressentant le poids de chaque jour que je passerais seul dans cette maison. Chaque soir, j'étais assise dans le fauteuil inclinable, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et l'écho du silence qu'ils avaient laissé derrière eux. « Tu es allé skier ?» dis-je, les mots sortant plus mesurés que je ne le ressentais. Je pouvais lire la confusion sur le visage de Marley. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, me demandant si j'y arriverais. « Et tu es allé skier ?» Les mots atterrirent entre nous comme un coup de marteau, définitif et indéniable. Teresa leva les yeux au ciel. Un exercice que j'avais trop souvent vu. « Ne commençons pas par la culpabilité » s'exclama-t-elle d'une voix sèche. Elle s'avança, mais je ne bougeais pas. J'avais passé trop d'années à m'effacer devant elle. « Nous sommes venus ici pour… » Elle commença, mais je levai la main. « Pourquoi » l'interrompis-je. Ma voix était calme, mais mon cœur battait si fort que je crus que cela allait déclencher l'écran qui clignotait encore dans le salon. Pour arranger les choses. Pour faire comme si de rien n'était. Pour me dire que mes sentiments ne comptent pas parce qu'ils compliquent les choses. Je secouai lentement la tête. Non, pas aujourd'hui. Les lèvres de Marley tremblèrent et elle baissa les yeux vers la tarte comme si elle pouvait lui apporter les réponses qu'elle ne trouvait pas dans les yeux de sa mère. Papa, je… Elle commença, mais elle ne termina pas. Elle n'était pas obligée. Je voyais tout en elle. Visage. La culpabilité, la honte, l'impuissance qui accompagnait le fait d'essayer de vivre dans 2 mondes à la fois. Elle était déchirée. Et pour la première fois, j'ai réalisé que peut-être,
juste peut-être, elle n'avait pas choisi ce chemin aussi librement que je l'avais cru. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai vu la petite fille qui avait eu besoin de moi pour chasser les monstres sous son lit. La femme qui avait maintenant besoin de moi pour chasser ceux qui vivaient dans sa propre tête. Je me suis adouci, mais je n'ai pas lâché prise. Marley, ai-je dit d'une voix douce mais ferme. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux pas faire comme si ce que toi et ta mère avez fait n'avait pas été douloureux. Je ne peux pas faire comme si je n'étais pas resté allongé dans ce lit d'hôpital à me demander pourquoi personne n'était venu. Elle cligna des yeux, les larmes aux yeux, mais le visage de Teresa se durcit encore davantage. On a fait ce qu'on devait faire, dit-elle d'une voix froide. On n'a pas supporté tes drames. C'était trop. Elle a prononcé ce mot comme si c'était une tache sur sa vie parfaite. J'ai senti quelque chose en moi se tasser comme une pierre tombant au fond d'un puits. Tu parles de mon problème cardiaque? Ai-je corrigé d'une voix ferme. Celui qui a failli me tuer. Celui que tu as qualifié de dramatisation. Teresa n'a pas répondu. Elle s'est contentée de me fusiller du regard. Les bras toujours croisés comme une forteresse. J'ai expiré lentement. Eh bien, ai-je dit, sentant la force me revenir. J'en ai fini de jouer la comédie pour toi. J'en ai fini de faire semblant d'être le méchant de ton histoire. Tu m'as effacé. Tu m'as remplacé par des vacances au ski, des fêtes et des photos Facebook. Et maintenant, tu veux réécrire la fin, mais je ne te laisse pas cette chance. Marley sanglotait, les larmes coulant sur ses joues tandis qu'elle posait la tarte sur la marche du porche. Papa, s'il te plaît, murmura-t-elle. Mais Teresa l'attrapa par le bras. On s'en va, siffla-t-elle en tirant Marley vers la voiture. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je les ai juste regardés s'éloigner, les portières claquant comme un poing sur une phrase inachevée. Je les ai regardés démarrer, la voiture disparaissant dans la rue comme un mauvais souvenir qui s'estompe enfin. J'ai senti un poids se soulever de ma poitrine. Même si mon cœur me faisait mal, plus d'espoir, plus d'attente, juste moi, debout sur le seuil de ma propre vie, refusant d'être effacé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. Je les ai juste regardés s'éloigner, la portière claquant comme un poing sur une phrase inachevée. Je les ai regardés démarrer, la voiture disparaissant dans la rue comme un mauvais souvenir qui s'estompe enfin. J'ai senti un poids se soulever de ma poitrine, même si mon cœur me faisait mal. Plus d'espoir. Plus d'attente. Juste moi, debout sur le seuil de ma propre vie, refusant d'être effacé. Je ne savais même pas qu'Helen Holt était encore là jusqu'à ce que son message atterrisse dans ma boîte de réception comme une bombe. Je scrollais. Un soir, j'ai parcouru de vieux emails, mi par habitude, mi par désespoir, cherchant à trouver un lien avec elle quand son nom apparaissait. Hélène avait toujours été la plus franche des sœurs de Teresa, celle qui riait trop fort pendant les vacances et buvait trop lors des fêtes de famille. J'avais toujours apprécié son honnêteté, même quand elle mettait les gens mal à l'aise. Mais après que Teresa eut commencé à bâtir sa forteresse d'image et de statut social, Hélène s'est éloignée. Ou peut-être avait-elle été poussée vers la sortie. Quoi qu'il en soit, elle était un fantôme depuis des années. L'objet de son email m'a figé. Tu dois savoir. Mon doigt planait sur le pavé tactile, mon cœur battant comme un disque rayé. Je l'ai ouvert et ces mots ont jailli de l'écran, clairs et nets sur fond d'obscurité. Ray, commençait-il, et je pouvais presque entendre sa voix, basse et pressante, comme si elle avait enfin trouvé le courage de dire ce qu'elle avait gardé en elle. Je pensais que tu devais savoir. Teresa a raconté aux gens que tu simulais tes problèmes cardiaques pour attirer la sympathie. Que tu manipulais Marley. Non. Nous la croyons tous. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à dire quelque chose. Je l'ai relu encore et encore. Les mots se gravaient dans ma poitrine. Simuler mes problèmes cardiaques. Manipuler Marley. Le moniteur qui bipait à l'hôpital. Les cicatrices de l'ablation. Les médicaments quotidiens. Je ressentais la réalité de ces choses aussi vivement que le poids de la trahison de Teresa. Je me suis adossé à ma chaise, le vieux bois craquant sous moi comme un avertissement. J'ai repensé à toutes les fois où Teresa m'avait souri, ce sourire poli, répété, qu'elle utilisait pour convaincre tout le monde, voisins, amis, même Marley, que j'étais trop fragile, trop dramatique, trop. Je la croyais aussi. C'était le pire. J'avais commencé à croire que j'étais peut-être le problème. Je me suis levé.
La maison était soudain trop petite pour la rage qui bouillonnait dans ma poitrine. Je suis allé au salon et j'ai pris mes papiers de sortie de l'hôpital. Ceux que j'avais rangés dans une chemise en papier craft sur la table basse. J'ai sorti les photos. Depuis le lit d'hôpital, les fils, les écrans, les cordes qui serpentaient autour de mes bras, comme un rappel de la mort si proche. Je les ai étalés sur la table, témoignage silencieux de ma vérité. J'ai passé mon doigt sur la cicatrice sur ma poitrine. Celle qui me démangeait encore par temps humide. Celle qui me rappelait à chaque fois dans le miroir que ce n'était pas une histoire que j'avais inventée. Puis j'ai pensé à Marley, ma fille. Celle qui m'avait tenu la main à la fête foraine, toute collante de barbe à papa, me faisant confiance pour la protéger. Maintenant, elle était devenue un pion dans le jeu de Teresa. Une femme à qui on avait appris à me voir comme un fardeau, un menteur, un homme dont la souffrance était trop gênante pour être reconnue. Je me suis demandé si elle croyait aux mensonges de Teresa, ou si elle avait simplement renoncé à les combattre. Quoi qu'il en soit, ça faisait un mal de chien. Je me suis assis à la table, les documents éparpillés autour de moi comme un champ de bataille. J'ai repensé à toutes les fois où j'étais resté silencieux, à toutes les fois. J'avais laissé la voix de Teresa couvrir la mienne. J'ai repensé à la façon dont elle m'avait raccroché au nez à l'hôpital, à la voix cinglante et accusatrice de Marley, à la façon dont j'avais laissé ce silence emplir la maison comme un poison. Je les avais laissés écrire mon histoire à ma place, et j'en croyais chaque mot. Mais plus maintenant. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et ouvert les mémos vocaux. J'ai appuyé sur enregistrer, la main ferme pour la première fois depuis des mois. Ici Raymond Locke. J'ai commencé à parler fort. Aujourd'hui, j'ai appris que ma femme racontait à tout le monde que je simulais mes problèmes cardiaques, que j'étais manipulateur, que j'utilisais ma maladie pour contrôler notre fille. J'ai marqué une pause, sentant la colère se muer en quelque chose de plus calme, de plus vif. J'ai mon dossier médical. J'ai la cicatrice. Je me souviens d'être allongé seul dans ce lit d'hôpital, me demandant si quelqu'un allait venir. J'en ai assez de les laisser m'effacer. J'en ai assez de les laisser contrôler le récit. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un manipulateur. Je suis un homme qui a survécu. Et je ne me tairai pas. J'ai appuyé sur stop et enregistré le fichier. Mes mains tremblaient, mais je me sentais plus léger, comme si j'avais enfin donné le premier coup au mur que Teresa avait érigé autour de ma vie. J'ai pensé à Hélène. Son message. Une fissure dans ce mur, et je me suis demandé combien d'autres fissures il pouvait y avoir, cachées là où Teresa n'avait jamais regardé. J'ai récupéré mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'au numéro d'Hélène. Cela faisait des années que nous ne nous étions pas parlé, mais je l'ai quand même appelée. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix surprise, mais chaleureuse. Ri, oh mon Dieu, je suis si contente que tu aies appelé. Je n'étais même pas sûr que tu veuilles me parler. J'ai fermé les yeux, le son de sa voix comme une bouée de sauvetage. Je suis contente que tu m'aies contacté, ai-je dit. Je ne sais pas qui d'autre aurait eu le courage de me dire la vérité. Elle a soupiré et j'ai senti le poids de sa voix. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, a-t-elle admis. Mais tu sais, Teresa, elle sait toujours comment faire douter les gens. J'ai hoché la tête même si elle ne me voyait pas, oui, ai-je dit doucement. Elle est douée pour ça. Nous avons discuté pendant 1 heure, d'une voix posée et honnête. Elle m'a dit des choses que je soupçonnais mais que je n'avais pas pu prouver. Que Teresa jouait sur les 2 tableaux, disant une chose à Marley et une autre à tout le monde. Qu'elle avait construit un récit où j'étais le méchant, le maillon faible, le fardeau. Hélène était désolée pour son silence, mais elle ne se taisait plus. Moi non plus. Après avoir raccroché, j'ai rassemblé les papiers et les photos dans un seul dossier et je l'ai étiqueté comme la vérité. Je l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau, celui qui avait toujours contenu les choses importantes. Les bulletins de Marley, les cartes d'anniversaire de Teresa, les papiers d'hypothèque que j'avais signés lors de l'achat de cette maison. Maintenant, ils contenaient quelque chose d'encore plus important. La preuve que je n'étais pas celui qu'il prétendait être. J'ai regardé autour de moi, le silence s'installant autour de moi comme une promesse. Je n'étais plus l'homme que j'étais il y a 3 mois. Je n'étais plus l'homme qui implorait leur amour, qui essayait d'obtenir leur pardon pour des péchés que je n'avais pas commis. J'étais l'homme qui avait affronté sa propre mortalité et en était sorti. L'homme qui connaissait la vérité même s'il ne voulait pas l'entendre. La maison était différente ce soir-là, comme si elle avait pris une profonde inspiration. Je l'ai ressenti aussi.
Une lente expiration de toute la douleur que j'avais retenue. La cicatrice sur ma poitrine me faisait encore mal, mais cela ressemblait moins à une blessure qu'à un badge, un rappel que j'avais survécu, que j'étais toujours là, mon histoire n'était pas terminée simplement parce qu'ils avaient essayé d'écrire la fin sans moi. J'ai repensé aux mots d'Hélène, nous ne la croyons pas tous, et j'ai senti une lueur d'espoir dans l'obscurité. Peut-être que c'était suffisant pour l'instant. C'était peut-être le début de quelque chose de nouveau. Je n'ai pas pris la peine d'écrire une lettre à Marley ou à Teresa. Je ne pensais pas qu'il la lirait, et même s'il l'avait fait, il l'aurait considéré comme une nouvelle tentative pathétique de manipulation. Ils avaient clairement fait comprendre que ma douleur était gênante, que mon problème cardiaque était une mise en scène destinée à faire dérailler leur plan. Mais je n'étais ni un menteur, ni un fantôme. J'étais un homme qui avait survécu à quelque chose de réel. Et j'avais besoin de quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui puisse voir au-delà de la toile que Teresa avait tissée autour de moi. J'ai donc envoyé mon histoire à la seule personne que je savais qu'il respectait, le révérend Carlton Branch de Ridgeway-Lutran. Je connaissais le révérend Branch depuis que Marley était bébé. Il avait baptisé les jumeaux, félicité Teresa pour l'ouverture de son studio de yoga et souriait poliment à chaque réunion de famille. C'était l'homme qui s'était assis à mes côtés lors de la confirmation de Marley, celui qui était venu nous rendre visite après mon départ à la retraite. L'école, offrant ses prières pour mon nouveau chapitre. Il m'avait toujours traité comme un homme important, pas seulement comme un personnage secondaire dans l'histoire de Teresa. Cela me suffisait. J'ai rassemblé tous les documents dont je disposais. Les papiers de sortie du Lawrence Memorial avec mon diagnostic et mon plan de traitement. Les photos de mes blessures à la poitrine encore roses et douloureuses. Les flacons de médicaments alignés comme des soldats sur la table de ma cuisine. J'ai inclus une copie imprimée du message d'Hélène, ces mots résonnant dans ma tête pendant que j'écrivais la lettre de motivation. Je ne veux pas de pitié, et j'écris. Je n'ai pas besoin d'excuses. Je veux juste que la vérité ait sa place. Je veux que ma fille sache que je ne l'ai pas abandonnée. Que je n'ai pas simulé mes problèmes cardiaques. Que je ne méritais pas d'être abandonné. J'ai scellé l'enveloppe, les mains légèrement tremblantes. C'était comme lancer une bouée de sauvetage dans la tempête, en espérant que quelqu'un la saisirait. Le bureau de poste était silencieux lorsque j'ai déposé la lettre. L'employé m'adressait ce sourire d'essai en glissant. Je l'ai jeté à la poubelle. Homme certifié. Je le lui ai dit parce que j'avais besoin de savoir qu'il l'avait reçu. Parce que j'avais besoin que ce soit vrai. Je suis retourné à ma voiture, le ciel lourd de la menace de pluie. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti autre chose qu'un vide. J'ai ressenti un but. Je me suis senti comme un homme qui se réapproprie son nom. 3 jours plus tard, un courriel est arrivé. L'expéditeur était le révérend Carlton Branch. Ma main tremblait en l'ouvrant. L'objet était simple. J'ai reçu votre lettre. Ces mots étaient courts, mais ils avaient le poids de quelque chose de solide. Raymond, a-t-il écrit, merci de m'avoir fait confiance. J'ai lu vos documents et le message d'Alan. Je comprends maintenant que votre histoire mérite d'être entendue. Je parlerai directement à Teresa et Marley. Tu n'es pas seul dans cette situation. J'ai lu ces mots 2 fois, puis une 3e fois, la vue embrouillée. Pour la première fois depuis l'hôpital, j'avais l'impression que quelqu'un était de mon côté. Je me suis affalé dans mon fauteuil, le poids du courriel s'abattant sur moi comme une couverture. Le révérend Branch ne me devait rien. Il aurait pu jeter ma lettre à la poubelle et se dire que ce n'était pas son rôle. Mais il ne l'a pas fait. Il m'a vu. Il a vu l'homme qui se tenait devant son église tous les dimanches. L'homme qui avait applaudi quand Marley chantait dans la chorale des jeunes. L'homme qui avait donné sa vie à sa famille. Et il a décidé que ma voix comptait. C'était plus que ce que j'aurais pu espérer. J'ai pensé à Teresa, à son sourire poli, à son ton dédaigneux. Je me suis demandé comment elle réagirait si le révérend Branch lui disait la vérité. Redoublerait-elle d'efforts? Me présenterait-elle à nouveau comme la manipulatrice, cette fois devant l'homme qu'elle avait respecté toutes ces années? Ou finirait-elle par comprendre qu'elle ne pouvait pas contrôler chaque récit que les murs qu'elle avait construits craquaient? Je ne savais pas. Je m'en fichais. Pour une fois, ce n'était pas pour elle. C'était à propos de moi. À propos de l'homme qui était allongé dans un lit d'hôpital avec des fils serpentant sur sa poitrine, se demandant s'il aurait jamais eu la chance de dire sa propre vérité. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, le monde à l'extérieur flou par la pluie.
Je pouvais voir la maison de l'autre côté de la rue, la lumière du porche de Monsieur Denon brillante et régulière, comme une promesse que certaines choses n'avaient pas à changer. Je me demandais si Marley me verrait jamais comme elle le faisait. Si elle se souvenait des nuits, je suis resté debout avec elle pendant les orages racontés à ses histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Si elle se souviendrait que j'avais toujours été son filet de sécurité, même lorsque le reste du monde avait l'impression que c'était en s'effondrer. Peut-être qu'elle le ferait, peut-être qu'elle ne le ferait pas, mais au moins elle entendrait la vérité. Et cela devait compter pour quelque chose. J'ai marché jusqu'à mon bureau et j'ai sorti le Black Binder, celui que j'avais commencé après le message d'Hélène. Celui qui tenait maintenant tous les documents, chaque photo, chaque lambeau de preuves qui ont prouvé que je n'avais pas menti. Je l'ai ouvert et j'ai feuilleté les pages. Les souvenirs à la fois douloureux et affirmants. Chaque cicatrice, chaque résultat de test, chaque moment calme que j'avais passé seul à l'hôpital. Chacun était un morceau d'une histoire qu'ils ont essayé d'effacer. Mais je ne les laisserai pas. Je ne laisserai pas les paroles de Teresa devenir mon héritage. La pluie tapota contre la fenêtre comme un coup d'eau. Et j'ai pensé à l'homme que j'étais il y a 3 mois. L'homme qui avait attendu par le téléphone, espérant un appel qui n'est jamais venu. L'homme qui croyait qu'il était trop petit pour riposter. Cet homme était parti. À sa place se trouvait un homme qui comprenait la valeur de sa propre histoire. Qui savait que la vérité importait même si cela mettait les gens mal à l'aise. Je ne m'excuserai pas d'avoir survécu. Je ne m'excuserai pas d'avoir aimé ma fille. Je ne m'excuserai pas d'être humain. Alors que je m'asseyais, j'ai pensé à la promesse du révérend Branch. Je vais parler avec eux directement. Je pourrais déjà imaginer la conversation. La voix de Teresa est nette et défensive. La confusion et la blessure de Marley. Mais peut-être, juste peut-être, c'était la fissure dans le mur dont j'avais besoin. C'était peut-être le début de quelque chose de nouveau. Je n'avais pas besoin qu'il tombe à mes pieds et m'en dise pardon. J'en avais juste besoin pour me voir. Pour voir l'homme qui avait toujours été là, même quand ça faisait mal. Pour voir l'homme qui n'avait jamais cessé de se battre pour eux. Même quand ils avaient cessé de se battre pour moi. La pluie a repris, battant un battement régulier contre le toit, un rythme qui ressemblait à un rythme cardiaque. Mon rythme cardiaque. J'ai laissé le son me laver, un rappel que j'étais toujours là, toujours vivant, toujours en combattant. J'ai décroché mon téléphone et composé le numéro d'Hélène. Elle a répondu sur le 2e anneau, sa voix chaude et forte. Ray, je suis tellement contente que tu as appelé, a-t-elle dit. Je pensais à toi tous les jours. J'ai souri, le premier vrai sourire depuis des semaines. Merci toi, Hélène, j'ai dit. Pour m'avoir dit la vérité, pour être assez courageux pour me défendre quand personne d'autre ne le ferait. Elle s'arrêta, sa voix se ramollit. Vous avez toujours mérité cela, Ray. Ne les laissez pas vous faire penser le contraire. J'ai raccroché, me sentant plus léger. La pluie à l'extérieur d'une symphonie de seconde chance. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais comme si j'étais exactement là où je devais être. Pas dans l'ombre, pas en arrière-plan, mais ici même au centre de ma propre histoire. Et je n'avais plus peur. Ils se sont repartis. Cette fois avec le révérend Carlton Eto. C'était un dimanche après-midi, le genre de journée où le soleil filtre à travers la fenêtre de la cuisine et vous pouvez presque prétendre que tout va bien. J'ai entendu la porte de la voiture claquer et mon estomac se tordut dans un nœud serré. Je ne m'attendais pas à une visite aujourd'hui, mais le coup à la porte était ferme, presque répété, comme une conversation sur laquelle ils étaient tous d'accord avant de sortir de la voiture. J'ai regardé à travers le coup de pied et j'ai vu le visage rougi de Marley. Derrière elle, Teresa se tenait les bras pliés, sa bouche réglée sur une ligne dure comme si elle se préparait pour un combat. Le révérend Carlton se tenait entre eux, sa présence calme un mince pont entre le monde que je connaissais et le monde dans lequel j'étais laissé. J'ai ouvert la porte lentement, l'odeur du dîner du dimanche s'accrochant toujours à ma cuisine. Marley a été la première à parler. « Papa, pouvons-nous entrer ?» Sa voix était hésitante, mais il y avait aussi un triple là-bas, une fissure dans l'armure qu'elle portait depuis l'hôpital. Je me suis écarté sans un mot, les faisant signe dans le salon. L'air était lourd, comme s'il retenait son souffle. Je pouvais sentir le parfum de Teresa, tranchant et propre, un contraste avec le café rassis et les couvertures pliées qui constituaient ma nouvelle réalité. Le révérend Carlton s'est assis en premier, pliant ses mains sur ses genoux comme s'il l'avait fait 1000 fois lors de réunions de l'église. Il m'a regardé avec ses yeux aimables, ceux qui avaient baptisé Marley et les jumeaux,
ceux qui m'avaient toujours fait sentir vu. Raymond, dit-il doucement. J'ai lu tout ce que tu m'as envoyé. J'ai vu vos papiers médicaux, vos photos, le message d'Hélène. Je comprends maintenant qu'il y a eu beaucoup de douleur ici qui n'a pas été abordée. Il s'arrêta, regardant entre moi et Teresa. Je pense qu'il est temps que nous parlions de cette douleur ensemble. Teresa croisa les bras plus serrés, ses ongles peignaient un rouge défensif brillant. Raymond a toujours eu une poussée pour le drame, dit-elle, son ton coupé. Il en fait quelque chose que ce n'est pas. Ses yeux passèrent à Marley, qui s'assit sur le bord du canapé, ses mains qui sonnent sur ses genoux. Les yeux de Marley ont rencontré le mien pour la première fois depuis des mois. Et pendant une brève seconde, j'ai vu la petite fille qui coulait vers moi avec des genoux grattés, pétrissant mes bras autour d'elle. Maintenant, elle avait l'air perdue. Pris entre la mère qui lui a appris à me voir comme un fardeau et le père qui l'aimait plus que la vie elle-même. Je me penchai en avant, mes coudes reposant sur mes genoux. Mon cœur battait régulièrement, plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des mois. J'étais connecté à des fils lorsque vous avez raccroché sur moi. J'ai dit, ma voix calme mais inébranlable. Je me suis allongé dans ce lit d'hôpital sans personne pour me tenir la main, personne pour me dire que je n'étais pas seul. Et toi? J'ai regardé Teresa. Vous avez emmené Marley lors d'un voyage de ski et lui avez dit que je le truquais. Vous réécrivez l'histoire pour que vous n'ayez pas à vous sentir coupable. Je laisse les mots pendre là, le silence entre nous devenant épais et lourd. Molly a commencé à pleurer, ses larmes en glissant sur ses joues. Papa, je ne savais pas, murmura-t-elle. Sa voix craquait et je pouvais entendre la douleur là-bas, la honte, la culpabilité qui se construisait depuis trop longtemps. Maman a dit, vous exagériez, que c'était pour l'attention. Sa voix s'éloigna et elle regarda Teresa, ses yeux cherchant des réponses qui ne viendraient jamais. Teresa se moqua, les yeux durs comme de l'acier. Vous n'aviez pas le droit d'amener des étrangers dans des affaires familiales, a-t-elle craché, sa voix venimeuse. C'était censé rester entre nous. Ses paroles ont brûlé, mais le révérend Carlton n'a pas tressailli. Il se tourna vers elle, sa voix stable, inébranlable. Teresa, dit-il, sa voix douce mais ferme. Lorsque la famille devient de la cruauté, des voix extérieures sont nécessaires. Ces mots frappent la pièce comme un marteau, brisant le brouillard du blâme et du déni. Raymond mérite d'être entendu. Il mérite de reconnaître sa vérité. Le visage de Teresa devint rouge, ses yeux se rétrécissant en le regardant. Tu prends son côté, claqua-t-elle, sa voix assez vive pour couper du verre. Vous êtes censé être neutre. Le révérend Carlton n'a pas hésité. Je prends le parti de la vérité, dit-il, ses yeux enfermés sur les siens. Et la vérité est que la douleur de Raymond a été rejetée. Sa maladie a été minimisée. Et ce n'est pas ainsi que nous traitons la famille. Le silence qui a suivi était comme une putain de rupture. Marley laissa échapper un sanglot, la tête dans ses mains. Teresa se tenait, son visage tordu de colère. Je ne ferai pas partie de cela, siffla-t-elle, attrapant son sac à main de la table basse. Elle est sortie de la pièce, ses talons cliquant sur le parquet comme le tic-tac d'une horloge comptant jusqu'à la fin de quelque chose. La porte claqua derrière elle, le son faisant écho dans la maison comme une dernière phrase. Marley est resté, ses larmes tombant librement maintenant. Le révérend Carlton tendit la main, sa main sur son épaule, réconfortante. Marley, dit-il doucement, votre père a besoin de vous pour le voir. Pas les histoires qu'on vous a racontées, mais l'homme qu'il est. Elle m'a regardé alors, m'a vraiment regardé, les yeux pleins de regret et quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Papa, murmura-t-elle. Je suis désolé. Sa voix trembla, mais dans ce tremblement, j'ai entendu le début de quelque chose de réel. Un pont qui pourrait un jour s'étendre sur le gouffre que Teresa avait creusé entre nous. J'ai tendu la main à la main, mon propre tremblement avec le poids du moment. C'est bon, ma chérie, dis-je, ma voix basse. Nous avons le temps de le comprendre. Elle hocha la tête. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti la chaleur de sa main et de la mienne. Le révérend Carlton s'est assis, un petit sourire sur son visage. C'est un début, a-t-il dit doucement. Une chance de reconstruire. J'ai hoché la tête, les larmes qui piquent mes yeux. Ouais, murmurai-je. Un début? Et en regardant Marley, je savais que peu importe ce qui s'était passé ensuite, je n'étais plus seul. Je n'étais pas un fantôme dans ma propre vie. J'étais ici et je me battais toujours. Le lendemain matin,
il est apparu gris et lourd de promesses de pluie. Je me suis réveillé avec le poids d'hier en appuyant toujours sur ma poitrine. Mais c'était un autre type de pression. Pas l'arythmie, pas l'isolement, mais l'anticipation de récupérer enfin ma vie. Je me suis fait un pot de café. L'arôme remplissant la cuisine comme un petit confort. Alors que je versais la première tasse, mes yeux ont atterri sur le classeur assis sur la table. Celui qui était devenu mon bouclier contre les mensonges qu'ils avaient filés. Je l'ai atteint avec une main régulière, traversant les pages. Dossiers médicaux, photos de l'hôpital, messages d'Hélène, chaque message vocal qui ressemblait toujours à un coup de poing à l'intestin. Je l'avais étiqueté en marqueur noir épais, liant noir. C'était ma vérité, des preuves que je n'avais pas simplement imaginé la douleur qu'ils m'ont causée. Un coup à la porte m'a tiré de mes pensées. Je ne m'attendais à personne, certainement pas Marley ou Teresa après la confrontation d'hier, mais quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé Carly de mes anciens jours d'enseignement. Elle avait déménagé il y a des années, mais en quelque sorte, il l'avait atteint que j'étais dans un combat que je n'avais pas demandé. Elle se tenait là, les cheveux humides de la bruine, tenant une enveloppe de manille en lambeaux. « Ray, dit-elle, sa voix tremblant juste assez pour me rendre nerveux. Je pensais que tu devrais voir ça. » Elle a poussé l'enveloppe dans mes mains et j'en ai ressenti le poids. Trop lourd pour une simple lettre, trop urgente pour les petites conversations. Elle n'est pas restée longtemps, juste assez pour presser ma main et dire « Vous méritez de connaître toute l'histoire. » Puis elle se tourna et partit, son manteau attrapant le vent comme un souvenir. J'ai fermé la porte et transporté les limites à la table de la cuisine. J'ai hésité, mon souffle pris dans ma poitrine. Je n'étais pas sûr de vouloir l'ouvrir. Je n'étais pas sûr de vouloir plus de preuves de l'obscurité qui s'était raffée dans ma vie. Mais je me suis promis de ne plus me cacher. J'ai glissé mon doigt sous le rabat et j'ai sorti une pile de messages imprimés. Mon cœur a coulé alors que je commençais à lire. Jessica, c'est ce que Teresa s'appelait à l'université, avait planifié quelque chose de plus grand que je ne le craignais. Des messages entre elle et un avocat, des copies de fiches de texte, même des captures d'écran de conversation avec Marley qui ont tordu mes mots en armes. Et au bas de la pile, la vraie bombe. Teresa avait menacé de déposer la garde des jumeaux si Marley et Wyatt se séparaient. Elle m'avait peint comme mentalement instable. Inapte à être près des garçons, mes propres petits-fils. J'ai senti la trahison comme un couteau dans ma poitrine. J'ai poussé la pile de côté et je me suis levé, arpentant la cuisine. La pluie avait commencé sérieusement maintenant, tapotant contre la fenêtre comme une accusation. J'ai essayé de stabiliser ma respiration, mais la panique grinça sur les bords de mes pensées. Comment pouvait-elle faire ça? Comment pourrait-elle torder tout ce que j'avais jamais fait? Chaque sacrifice, chaque appel téléphonique tardif, à chaque instant que j'avais passé à tenir la main de Marley quand elle était petite dans quelque chose de moche et de dangereux. J'étais celui qui lui a appris à faire du vélo, qui est resté avec elle quand elle était malade, qui croyait en ses rêves. Et maintenant j'étais le monstre de l'histoire de Teresa, l'homme à effacer. Mes mains tremblaient alors que j'atteignais le classeur, l'ouvrant comme une bouée de sauvetage. J'ai sorti les photos de l'hôpital, moi accroché aux machines, pâle et effrayé, et les pages de notes de décharge. Je n'étais pas instable. J'étais blessé, mais je n'étais pas brisé. J'avais besoin d'aide, pas d'un rasoir. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Samuel Rigg, l'avocat Hélène avait recommandé. Sa voix était calme, professionnelle, le genre de voix qui ressemblait à un endroit sûr au milieu d'une tempête. Je lui ai tout dit, les messages, les menaces, la façon dont Teresa avait essayé de réécrire ma vie. Je l'ai entendu taper, son clavier cliquant sur un métronome. Quand j'ai fini, il y a eu une pause, puis une profonde inspiration. « Ray, a-t-il dit, c'est sérieux. Elle jette les bases d'un étui qui pourrait vous couper de vos petits-fils, même de Marley. Mais vous avez beaucoup de preuves ici, plus que la plupart des gens commencent. La meilleure chose que vous puissiez faire est de tout documenter. Chaque message, chaque appel, chaque tentative qu'elle fait pour vous peindre est instable. Continuez à ajouter à ce classeur et nous allons construire un boîtier. Elle ne bluffe, mais nous non plus. » Ces paroles se sont installées en moi comme du fer. Je me suis toujours considéré comme un homme qui a évité le conflit, un homme qui a résolu des problèmes de conversation et de compromis. Mais ce n'était pas ce genre de combat. Ce fut un combat pour ma place dans ma famille, pour le droit d'être l'homme que j'avais toujours été. Je l'ai remercié, ma voix stable alors même que mes mains tremblaient. Après avoir raccroché, j'ai regardé le classeur sur la table. Cela ne ressemblait pas beaucoup,
juste une pile de papier dans une couverture noire. Mais pour moi, c'était comme une épée et un bouclier. C'était la preuve que je n'étais pas le méchant de l'histoire de Teresa, que je n'étais pas le menteur ou le manipulateur, que j'étais Raymond Locke, père, grand-père, un homme avec une cicatrice sur sa poitrine et la force de se tenir debout. La pluie était devenue une averse maintenant. Mais à l'intérieur de la maison, j'ai ressenti une étrange sorte de calme. J'ai pensé au visage de Marley hier, les larmes, les fissures de son armure. J'ai pensé à Wyatt. Calme, loyal, peut-être trop peur de résister à Teresa, mais toujours là, toujours présent en arrière-plan de chaque photo. J'ai pensé aux jumeaux, à leurs rires, à leurs yeux brillants qui me regardaient comme si j'étais toujours le héros que j'avais toujours essayé d'être. Je n'allais pas la laisser me prendre ça. Je n'allais pas la laisser m'enlever d'eux. J'avais fini d'être silencieux. Je me suis assis et j'ai recommencé le classeur, ajoutant des documents de Carly à la pile en croissance. Chaque page, chaque message, chaque cicatrice preuve que j'étais toujours là, combattant toujours. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai chuchoté à la maison vide, je ne vais nulle part. Le vent a secoué les fenêtres, mais ça ne pouvait pas me secouer. Pas cette fois. Lorsque la lettre officielle est arrivée, elle n'est pas venue avec un coup à la porte ou un sourire sympathique d'un voisin. Il est venu par la poste, une enveloppe épaisse avec mon nom fait défiler sur l'avant et l'encre noire austère. J'ai immédiatement reconnu l'écriture manuscrite. L'avocate de Teresa, celle qui avait travaillé des heures supplémentaires pour l'aider à élaborer sa propre réalité. Je pouvais pratiquement sentir son sourire narquois à travers le journal comme s'il avait su exactement comment cela allait atterrir. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, le papier à l'intérieur crépitant comme des feuilles sèches sous le pied. Je l'ai déplié lentement, mes yeux éclatant les mots, restreindre l'ordre. Réclamer d'instabilité émotionnelle, de harcèlement, de création d'un environnement hostile pour Marley et les garçons. Chaque accusation a tordu le couteau plus profondément. Je m'attendais à un combat. Teresa n'avait jamais été du genre à éviter la confrontation, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle essaie de m'effacer de ma propre famille. La rage bouillit en moi si rapidement, j'ai presque déchiré la lettre en deux, mais je me suis arrêté. C'était la preuve. Plus de munitions pour le classeur qui était devenu mon témoin silencieux. J'ai glissé la lettre à l'intérieur, fermant la couverture avec un calme que je ne ressentais pas. La maison était plus froide que jamais, le silence appuyant contre mes oreilles comme un défi. J'avais besoin d'appeler Samuel Rigg, mais je ne pouvais pas encore faire bouger mes doigts vers le téléphone. Je me penchai en arrière sur la chaise, mon esprit tournant. Ma poitrine était serrée. Pas l'étanchéité de l'arythmie, mais le poids de la trahison. C'était comme si la famille que j'avais passé ma vie à construire était maintenant une forteresse avec mon nom sur la liste de nos entrées. Je n'ai pas eu à attendre longtemps avant que Marley ne se présente. Elle frappa doucement, si différente de la dernière fois. Et quand j'ai ouvert la porte, son visage était déjà strié avec des larmes. « Papa » soubattait-elle, entrant à l'intérieur avant que je puisse même l'inviter. Elle s'est effondrée sur le canapé, tout son corps tremblant. Je l'ai regardée, mon cœur se brisait et se mettant en une seule fois. Juste un moyen de garder les choses calmes, que tu étais trop ces derniers temps. Elle s'étouffa sur les derniers mots comme si elle ne pouvait pas les croire elle-même. Je ne l'ai pas interrompue. Je l'ai laissé le verser. Chaque doute, chaque once de culpabilité qu'elle avait porté depuis le jour où elle était sortie de la voix. A vu la messagerie vocale. Sur son téléphone. Avec des doigts tremblants, elle l'a joué. La voix de Teresa a rempli la pièce, froide et indubitable. C'est un parasite. Il peut pourrir. Je dirai tout ce que je dois dire pour le couper pour de bon. Le venin dans son ton a fait ramper ma peau. J'ai senti le sang s'écouler de mon visage. Marley me regarda, les yeux écarquillés d'horreur. « Papa » chuchota-t-elle. Je n'en avais aucune idée. Je pensais qu'elle ne pouvait pas terminer. J'ai pris sa main dans la mienne, ma propre tremblement, mais assez stable pour tenir la sienne. « C'est bon, dis-je, ma voix plus douce que je ne le ressentais. Tu ne savais pas. Elle a toujours été bonne pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. » Je pouvais voir le soulagement dans ses yeux, la façon dont le poids se levait juste assez pour qu'elle respire à nouveau. Nous nous sommes assis là pendant un long moment, le silence entre nous n'est plus vide, mais plein de quelque chose de réel. Quand elle a finalement levé les yeux, ses yeux étaient rouges mais déterminés. « Papa, je veux t'aider à lutter contre ça », a-t-elle déclaré. Sa voix était petite mais solide. Elle ne peut pas simplement vous effacer comme ça.
Elle ne peut pas vous éloigner des garçons. Vous êtes leur grand-père. Tu es mon père. Les mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle lettre. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais comme si je ne me battais pas seul. J'ai cherché le classeur et je l'ai ouvert, lui montrant la vérité. Guy, sa voix avec une invocation. Je me suis tenu et je me suis approché d'y attendre, attendant à moitié l'avocat de Teresa avec une autre enveloppe de mensonges. Mais c'était Samuel Rigg, mallette à la main, son visage calme, mais sérieux. Raymond, dit-il, sa voix même. J'ai reçu votre message. J'ai vu la lettre. Nous allons combattre cela. Il est entré à l'intérieur et Marley se tenait pour le saluer, sa posture se redressant à chaque mot. Je veux aider, dit-elle, sa voix inébranlable. Samuel hocha la tête, un petit sourire sur ses lèvres. Bien, a-t-il dit. Nous aurons besoin de toutes les voix que nous pouvons obtenir. Elle va essayer de vous discréditer, de vous peindre comme instable. Mais ceci, faisait-il signe au classeur. C'est notre bouclier, et ce message vocal. Il s'arrêta, les yeux sur Marley. C'est l'épée qui va couper à travers ces mensonges. Nous nous sommes assis ensemble, nous avons tous les trois, et avons présenté le plan. Samuel a expliqué chaque étape, déposant une réponse, recueillant plus de preuves, se préparant à lui faire face devant le tribunal si nécessaire. Molly a pris des notes, son visage un masque de détermination. Je l'ai regardée, la fille que j'avais élevée, la femme qui avait trouvé sa voie. J'ai ressenti une houle de fierté, une chaleur qui remplissait les fissures que Teresa avait essayé de me scraver. Au moment où Samuel est parti, la pluie s'était arrêtée. Le ciel à l'extérieur était en train de s'éclaircir, le premier soupçon de soleil traversant les nuages. Marley se tenait dans l'embrasure de la porte, sa main dans la mienne. « Papa, dit-elle doucement. Je suis désolé qu'il m'a fallu si longtemps pour voir la vérité. » Je lui ai serré la main, mon cœur plein. « Ce n'est pas la durée de la durée, ai-je dit. Il s'agit du fait que vous êtes ici maintenant. » Elle hocha la tête, ses yeux brillants. « Nous allons réparer ceci, a-t-elle dit. Et pour la première fois dans ce qui ressemblait à une vie, je l'ai cru. Le palais de justice sentait le vieux papier et l'air rassis. Le genre d'endroit où le temps se déplaçait lentement et les murs semblaient retenir leur souffle. Je me suis assis sur le banc en bois dur, mon lion noir sur mon lap, je ne pouvais pas le blâmer. Je me suis battu pour être ici. Avocat à côté d'elle, une pile de papier prête. Elle avait l'air polie, calme, comme si elle avait passé des heures à répéter ses lignes. Mais quand ses yeux ont rencontré les miens, il y avait peut-être un sentiment de quelque chose de peur, ou la réalisation que cette fois, elle ne pouvait pas faire tourner l'histoire. Samuel Rigg s'est levé et a présenté le classeur au juge. Votre honneur, mon client a été peint comme mentalement instable et manipulateur. Les preuves montrent le contraire. Il a présenté les documents, les dossiers médicaux, les photos, le message d'Hélène, puis avec une confiance tranquille, il a joué la messagerie vocale. La voix de Teresa a rempli la pièce, froide et vicieuse. C'est un parasite. Il peut pourrir. Je dirai tout ce que je dois dire pour le couper pour de bon. Les mots étaient suspendus dans les airs, lourds et accablants. Le visage de Teresa s'épale, son sang-froid craquant pour la première fois. La main de Marley se serra la mienne, des larmes glissant sur ses joues. La tête de Wyatt tomba, ses épaules s'effondrent comme si un poids avait été levé et remplacé tout en une fois. Le juge m'a écouté sans tressaillir ni épingler le bureau. À la fin de l'enregistrement, elle a regardé Teresa, son regard tranchant. Madame Locash, vos propres mots sapent toutes les réclamations que vous avez faites contre Monsieur Locash. Il est clair que vos actions étaient manipulatrices, téméraires et destinées à l'aliéner de sa famille. Elle fit une pause, sa voix comme un marteau. Cette cour ne défendra pas cela. Elle se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. Monsieur Locash, vos droits sont rétablis. Vous devez avoir un accès complet à vos petits-enfants. Madame Locash est condamnée à saisir d'autres réclamations calomnieuses ou à faire face à des sanctions financières. Teresa laissa échapper un halètement étranglé, le visage de son avocat figé. Marley sanglotait ouvertement maintenant, son soulagement me lavant comme une vague. J'ai senti quelque chose au plus profond de moi se détendre, un nœud de peur et de doute qui était là depuis trop longtemps. Je me tenais debout, mes épaules en arrière, le poids des années se levant de ma poitrine. Comme nous avons quitté la salle d'audience, Marley jeta ses bras autour de moi. « Papa, murmura-t-elle, sa voix se brise. Je suis vraiment désolé.
J'aurais dû le voir plus tôt, je la tenais bien, mon cœur finalement stable. Ça va, dis-je, ma voix firme. Nous sommes ici maintenant, a approché Wyatt, ses yeux baissés, mais sérieux. Ray, dit-il tranquillement. Je suis désolé aussi. Je ne me tenais pas à la tête. J'ai applaudi une main sur son épaule. Tu es ici maintenant, dis-je. C'est ce qui compte. Ce week-end, Jonah et Milo sont venus chez moi. Ils ont couru dans mes bras comme le passé n'a pas existé. Leur rire était de nouveau à la maison. Mon cœur ses sentiments standards. Être dit à ma voix n'a pas d'importance. L'a écrit lentement et délibéré. Chaque mot se taillant un morceau de la douleur que j'avais portée depuis si longtemps. Teresa, j'ai commencé, et la goupille trembla un peu dans mon emprise. Vous avez dit que j'étais dramatique, que j'ai truqué la maladie, que j'ai drainé cette famille. Mais quand je me noyais, vous vous êtes éloigné. Les mots se fixent lourds sur la page comme des pierres que je portais sur mon dos. J'ai pensé aux nuits que je passerais dans cette chambre d'hôpital. Les fils serpentant sur ma poitrine, le bip constant du moniteur en gardant du temps avec le silence qui résonnait dans les coins de la pièce. J'ai pensé à la chaise vide à côté de mon lit. L'absence de votre main et de la mienne. Je n'ai pas élevé la voix, j'ai continué. Je ne me suis pas installé. J'ai dit la vérité. Je m'arrêtai, mon esprit rejoint le son de votre voix sur ce message vocal. Col des finales. C'est un parasite. Il peut pourrir. Je laisse le souvenir s'installer, ne le repoussant pas cette fois. Il avait sa place ici dans la lettre dans le dossier de qui nous avions été et de qui nous dévirions. Et j'ai regardé la maison que vous avez construite sur des mensonges tombés sur votre propre tête. J'ai écrit la finalité de celui-ci atterrissant comme une période à la fin d'une phrase que j'avais passé des années à essayer d'écrire. Je ne savais pas si vous l'aviez lu. Je ne savais pas si cela vous importerait, si cela atteindrait la partie de vous qui se moquait de mes blagues, qui tenait ma main dans l'obscurité. Mais ce n'était pas pourquoi je l'ai écrit. Je l'ai écrit parce que j'en avais besoin pour être dit. J'avais besoin de le déposer et de le laisser partir. J'ai plié la lettre et l'ai scellée dans une enveloppe, le dernier acte d'une histoire que je n'avais pas choisie, mais que je n'avais vécue néanmoins. Je ne me suis pas précipité dans la boîte aux lettres. Je l'ai laissé reposer sur la table pendant un moment, mon café poussant à côté de lui. J'ai regardé autour de la cuisine, les armoires usées, les rideaux fanés, les photos sur le réfrigérateur de Marley et les garçons. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était le mien. C'était réel et c'était suffisant. À l'extérieur, le vent a secoué les fenêtres, un rappel que le monde continuait de bouger, même lorsque le mien s'était senti coincé. Je n'avais pas besoin des excuses de Teresa. Je n'avais pas besoin d'elle pour revenir ramper avec des larmes aux yeux. Je n'avais même pas besoin d'elle pour comprendre. J'avais besoin de fermer la porte de ce chapitre de ma vie pour laisser le silence qui suivait être ma paix plutôt que ma punition. Je me suis tenu et j'ai glissé sur mon manteau, la lettre à la main. Alors que j'ouvrais la porte d'entrée, le soleil a percé les nuages, sa lumière se répand sur le porche comme une bénédiction. J'ai laissé tomber la lettre dans la boîte aux lettres et laissé la porte se fermer derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. À l'intérieur, la maison était calme, mais pas vide. Le rire de Marley s'attarda toujours dans les murs, le son des traces de jumeaux résonnant dans le couloir. J'ai pensé à la décision du juge, de la voix régulière du révérend Carlton, de la confiance de Samuel Rigg. J'ai pensé à la façon dont Marley m'a tenu la main, la façon dont Wyatt m'avait hoché la tête comme un homme faisant amende honorable. J'ai pensé au regard sur le visage de Teresa dans la salle d'audience. La première fois que j'avais vu son masque glisser. La première fois que je l'avais vu vraiment effrayé. Je ne l'ai plus chasé. Je n'ai poursuivi personne qui m'a vu comme un fardeau. J'ai arrêté d'expliquer. J'ai cessé de prouver. J'ai arrêté d'essayer de m'intégrer dans une histoire qui n'avait pas de place pour moi. Et pour la première fois depuis longtemps, le calme ne ressemblait pas à la solitude. C'était comme une liberté.